Carquois, le coup d'État, alors qu'on s'en va vers l'Afrique pour parler d'un livre qui pose justement, Francine, une question intéressante. Peut-il y avoir des coups d'État salvateurs? Et ce livre, qui s'appelle Les coups d'État salvateurs en Afrique, c'est l'œuvre de Harold Ketchimen, qui a le chic pour trouver des sujets intéressants, puisqu'on lui doit déjà le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains, ou encore le livre qui nous explique les surnoms des hommes et femmes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Et bien là, dans Les coups d'État salvateurs en Afrique, publié par les éditions du Muntu, il s'interroge sur le bien fondé moral de certains coups d'État. Alors, j'ai discuté avec Harold Ketchimen, et je lui ai d'abord demandé pourquoi le continent africain était si souvent sujet aux coups d'État. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine. C'est essentiellement lié en fait à l'héritage colonial. C'est-à-dire c'est essentiellement des pays qui sont nés de la colonisation et qui n'ont pas eu le temps de bâtir ce qu'on appelle l'État-nation. Ce qui fait en sorte que la majorité des dirigeants qu'on rencontre dans ces pays-là, c'était soit des vassaux de l'impérialisme ou bien soit des héritiers du colonialisme. Donc c'est principalement pour cette raison-là. Comment est-ce qu'un coup d'État peut être salvateur? Un coup d'État est salvateur dans la mesure où il peut répondre à plusieurs aspirations. Par exemple, lorsque le peuple subit les affres d'un régime dictatorial, lorsque toute aspiration à la liberté d'expression, à la démocratie n'existe plus, lorsque l'économie du pays s'est effondrée, lorsque les droits fondamentaux des citoyens sont effondrés, lorsque toute velléité de manifestation, de révolution même du peuple est sévèrement réprimée, alors on ne peut que compter par exemple sur le coup d'État salvateur comme un moyen, ou bien comme un droit à résistance, ou bien un moyen de sauver le peuple de ce péril-là. Pourquoi est-ce que dans tous les coups d'État, l'armée, les forces armées ou les forces policières jouent un rôle primordial? De manière générale, en Afrique, les gouvernants qui existent en Afrique ne doivent en fait leur salut qu'à l'armée. C'est généralement pour cette raison que ces dirigeants-là prennent les généraux de l'armée. C'est généralement des personnes issues de leur camp, c'est-à-dire de leur tribu. Donc c'est l'armée en fait en Afrique qui peut décider d'éliminer un tel ou pas. C'est donc pour cette raison-là que l'armée joue un rôle fondamental dans la réalisation des coups d'État en Afrique et même ailleurs, c'est-à-dire que ce soit même en Amérique latine, parce que les coups d'État, ce n'est pas uniquement l'apanage de l'Afrique. On a même retrouvé des coups d'État dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Italie, de l'Allemagne et bien d'autres pays. À chaque fois, c'était l'armée qui était aux manettes. Oui, vous citez notamment Napoléon, qu'on peut pas, qu'on a oublié comme étant un putschiste de la première heure. Effectivement, au lendemain de la Révolution française, tout allait dans tous les sens. On observait des détournements de fonds. C'était du n'importe quoi. Le directoire qui avait été mis en place n'arrivait pas à mettre en place un régime démocratique. Et on craignait aussi le péril des royalistes qui menaçaient de revenir. C'est donc dans ce sillage-là que Napoléon commet donc un coup d'État en 1799. Ce coup d'État qui va donc planter les jalons de l'après-révolution et une certaine stabilité en France. En fait, le titre de votre livre, Les coups d'État salvateurs en Afrique, vous l'avez voulu un peu provocateur exprès. Effectivement, c'est fait exprès pour provoquer et pour susciter aussi en fait de la réflexion. Parce que on pense en fait que la violence, il faut absolument éviter la violence et c'est pas forcément cela. Plusieurs philosophes ont réfléchi à ce sujet. On peut parler par exemple de Thomas Hobbes ou bien Max Weber qui parlent de la violence légitime. Et face à cela, on a aussi des personnes comme Mao Tse-tung qui disent que face à l'oppression, il faut forcément une réaction à l'oppression. Donc la violence en réalité appelle la violence. Et du reste, vous émaillez votre livre de citations qui vont de Barack Obama à Abraham Lincoln en passant par Saint Thomas, qui non pas justifie, mais disons qui explique parfois les coups d'État. Mais alors, c'est très bien documenté. Vous prenez 8 exemples précis et vous expliquez en détail ce qui s'est passé. Donc, pour en citer quelques-uns, Burkina, Burundi, Ghana, Mali. Alors, dans quel cas le coup d'État a-t-il amené à une solution durable
durable, parce qu'on dirait que les coups d'État s'auto-entretiennent et que l'un mène à l'autre. On a vu notamment au Burkina, ça a été une succession de 7 ou 8 coups d'État à différents intervalles temporels. Mais dans quel cas est-ce que ça a marché et la démocratie est là pour rester? Chaque coup d'État porte en soi les germes d'un futur coup d'État. C'est pour cette raison que les coups d'État doivent être maniés avec beaucoup de prudence et ne doivent qu'être des exceptions. Le cas en Afrique où le coup d'État, je dirais, a marché, c'était les coups d'État organisés par Jerry Rawlings, qui était un capitaine de l'armée de l'air au Ghana. Au Ghana, oui. En 1979, il organise en fait un premier coup d'État. À la suite de ce coup d'État, il va diriger le pays pendant 110 jours. Et par la suite, il transmet le pouvoir à un régime démocratiquement élu. Sauf qu'il va constater que ce régime est retombé en fait dans les mêmes tares du précédent régime. C'est ainsi qu'il va donc reformenter un autre coup d'État en 1981. Et en formatant ce coup d'État en 1981, il décide en fait de mettre en place les jalons de la démocratie ghanéenne. Et j'aime bien une citation qu'il aime souvent rappeler. Il dit nous faisons ce coup d'État de manière à ce que même si le diable venait à gouverner le Ghana, le diable sera obligé de faire ce que le peuple attend de lui. C'est donc ainsi qu'il a planté les jalons de la démocratie ghanéenne, planté les jalons de l'économie ghanéenne. Et aujourd'hui, le Ghana est un pays développé en Afrique. C'est un modèle même de démocratie parce qu'on observe depuis l'après Jerry Rawlings la succession de plusieurs chefs d'État. Et le modèle aussi économique, le Ghana se développe, la monnaie ghanéenne est forte et l'économie ghanéenne est pérenne. Alors, on a l'impression que les coups d'État mènent toujours à un gouvernement militaire, mais dans votre livre, on vous montrait bien que dans certains cas, les militaires savent s'effacer et laisser la place ensuite à la société civile. Je pourrais donc citer par exemple le cas du Mali. En 1991, le capitaine Amadou Toumani Touré fomente en fait un coup d'État parce qu'on était dans une situation de dictature très grave. Le dictateur Moussa Traoré avait décidé de massacrer son peuple. On était à près de 200 morts. Ainsi donc, les femmes sont sorties dans la rue et même les femmes ont été attaquées et massacrées par la dictature. Face à cela, Amadou Toumani Touré fomente ce putsch et à la suite de ce putsch, il organise ce qu'on appelait une conférence nationale. Une conférence nationale pour unir le peuple. À la suite de cela, il se retire et confie donc le peuple le pouvoir à un gouvernement qui a été démocratiquement élu. C'était un gouvernement des civils. Ce gouvernement qui a mené au pouvoir Alpha Oumar Konaré, qui a dirigé le Mali par la suite pendant 10 ans, après 2 mandats, 10 ans. On a compté plus de 200 coups d'État en Afrique depuis les années 50. Plus de la moitié ont réussi, entre guillemets. La tendance est à la diminution depuis les années 2000. Mais est-ce que le coup d'État est obsolète ou est-ce qu'il peut encore avoir une justification? Le coup d'État n'est pas obsolète parce que l'histoire récente nous montre qu'il y a encore eu des pratiques de coup d'État de par le monde et aussi en Afrique. Nous avons par exemple le cas du putsch manqué en Turquie contre Erdogan. Nous avons par exemple le coup d'État qui a démis du pouvoir Robert Mugabe en 2017, c'est relativement récent. Nous avons par exemple les cas de tentatives de coup d'État en 2019 au Gabon. Au début de cette année, oui. Voilà. Nous avons reçu beaucoup d'échecs de coups d'État en Guinée équatoriale et autres. Nous observons une diminution des coups d'État, mais le coup d'État, c'est pas terminé, les épisodes de coups d'État. Je crois que même dans les prochains mois ou les prochaines années, on pourra encore avoir des coups d'État en Afrique parce que les situations politiques de plusieurs pays africains nous montrent des signes en fait de survenance de prochains coups d'État. Mais rassurez-moi, vous ne faites pas l'apologie du coup d'État dans votre livre, n'est-ce pas? Non. Je suis absolument contre les coups d'État parce que chaque putsch porte en soi les germes d'un futur putsch. Je suis strictement pacifique et je ferais plutôt en fait l'apologie des révolutions pacifiques, des changements pacifiques. Je suis d'accord avec Gandhi. Je suis d'accord avec Gandhi et même Nelson Mandela qu'on peut arriver au pouvoir et qu'on peut obtenir des grands changements dans la paix, sans forcément à travers les effusions de sang et la violence. Alors dites-moi, pourquoi vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce qui vous interrogeait pour écrire un livre sur les coups d'État salvateurs?
D'abord, écrire ce livre, c'est d'abord un clin d'œil à l'histoire. Parce que dans l'histoire, comme j'ai un peu fait la provocation à travers le titre, dans l'histoire, le coup d'État est peint comme étant quelque chose de mauvais, de négatif. Et pourtant, dès les prémices, même si on remonte à l'origine même du coup d'État, le mot coup d'État naît en France. Et au départ, lorsque ce mot naît en France, c'est un terme en fait qui apparaît au XVIIe siècle. Et c'est un terme qui est positif. Le coup d'État au XVIIe siècle en France est considéré comme une action décisive, faite pour le bien de l'État et du prince. Donc c'est quelque chose qui intervenait lorsque en fait, la raison d'État ne pouvait plus servir les lois. Donc au fil des années, et avec les révolutions du XVIIIe siècle, notamment la Révolution française, le coup d'État a eu une connotation négative, tandis que les révolutions ont eu la connotation positive. Donc c'est un clin d'œil à l'histoire pour montrer que dans l'histoire, les coups d'État n'ont pas été forcément mauvais. Les coups d'État ont aussi pu, selon certaines circonstances, apporter des changements positifs dans la vie des nations. Et le livre de Harold Ketchimen, c'est un voyage historique et géographique à travers tout le continent africain. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Et d'ailleurs, Harold nous a fait parvenir un exemplaire du livre pour nos auditeurs. Donc, vous pouvez appeler au 416 205 6466 pendant la prochaine chanson et le livre ira au deuxième appel. Et la prochaine chanson, vous l'avez choisie par rapport au prochain livre d'Harold Ketchimen. Oui, absolument, parce qu'il prépare actuellement un livre sur les icônes de la musique camerounaise. Alors, qui de mieux que Manu Dibango, surnommé Papa Groove ou Papa Manu? On se souviendra avec Soul Makossa que Papa Groove a offert à l'Afrique son premier tube international et a permis que le monde entier tende l'oreille vers la musique du continent africain. On entend le téléphone qui sonne, il y a déjà des gens qui appellent. Alors, répondez! Alors, on envoie Soul Makossa. C'était en 1972 et écoutez bien, ça swing encore.